Salut les amis, bienvenue sur la chaîne, c'est Isma. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour un épisode 4 de Book of Boba Fett dont on va faire l'analyse et la critique. Alors ça fait très plaisir. Donc j'ai de l'espoir, parce que j'ai un nouvel espoir. Cet épisode était bon, franchement c'est mon préféré après le 2. Il était vraiment qualitatif, avec des points négatifs, mais qualitatifs. Il m'a fait moins saigner les yeux que le précédent. Moins de bizarreries, moins de points négatifs. Il y a quand même des choses à dire qui peuvent être mieux faites, mais ça n'existe pas la perfection. À part l'épisode 10 de The Mandalorian saison 2, sinon ça n'existe pas sur une série. Donc, c'est parti, on va parler de cet épisode rapido. Merci les amis en tout cas pour ceux qui soutiennent la chaîne, qui partagent, qui commentent. Continuez, likez, mettez des commentaires, ça aide la chaîne. Partagez à quelqu'un qui aime la licence comme nous. Voilà, soutenez en tout cas un maximum. Et voilà, ça me fait plaisir de voir que ça prend. On est parti, go! Alors, cet épisode, il est réalisé par un certain Kevin Tanchan-Cohan. Peut-être un petit réalisateur de chez Disney. Je le connais pas, franchement, j'ai regardé vite fait, hein, mais j'ai rien vu de notable. Peut-être c'est un réalisateur assistant à qui on a donné sa chance ou quoi. Si quelqu'un a plus d'infos ou si je me trompe et que le gars il a une certaine filmographie, dites-le moi, franchement, ça m'intéresse. En tout cas, il a réalisé un bon épisode avec des bons visuels, des bons enjeux. Et je trouvais que là où beaucoup de gens sur YouTube ils ont dit qu'il n'apportait rien, franchement tu peux enlever l'épisode précédent et mettre que celui-ci. Et l'épisode il apporte énormément de choses au bloc de l'histoire. Donc bref, on y va, c'est parti. Alors cet épisode, il commence avec un Boba Fett qui est en deuil, qui est séparé des hommes des sables. Et on commence par des plans où il traverse le désert, cette fois-ci tout seul, pas pour aller en quête, pour apporter quelque chose à son village, mais pour trouver une nouvelle voie. Le gars est perdu, perdu dans le désert, perdu dans sa vie, perdu dans ses choix. Il s'est attaché à une tribu, et il les a perdus et ça se ressent. On a toujours ces plans un peu western. Le gars il marche avec son Bonta et à côté il y a un squelette de Bonta. Ça fait très scène filmographique western des anciens codes. Genre le corps un peu mangé par les charognards dans le désert et tout ça. Franchement j'ai bien aimé. Et on a ce bonhomme perdu, tout ça qui se dit à un moment, bah, il est temps que je me venge, il est temps que je reprenne ce que je pense être, ce que je pense mériter. Et il commence à observer le palais de Jabba de loin, il prépare une attaque, tout ça, mais il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt, tout ça. Et à ce moment-là, il voit des lumières, tout ça, il y va et il croise fin. Il trouve Fennec laissée pour morte et il en prend soin. Et on sait qu'il va à ce moment-là s'occuper d'elle. On nous l'avait déjà dit dans The Mandalorian qu'il l'avait trouvée et guérie. Et du coup là voilà, on nous met sur l'image cette petite parenthèse. Générique Boba Fett, voilà. Et on est toujours dans la continuité un peu de ce délire cyborg, parce qu'en fait il amène Fennec chez un mec qui est un peu un atelier underground. Il met des membres bioniques, il change des organes bioniques, tout ça, franchement intéressant. Pareil, j'ai vu beaucoup de gens dire c'est pas du Star Wars. Alors les gars, c'est pas du Star Wars les cyborgs. Moi j'ai envie de dire, Luke il a une main bionique, Anakin il a une main bionique. Anakin quand il se fait quasiment tuer sur Mustafar, ça devient lui-même un cyborg. Dark Vador est un cyborg. Donc dire les cyborgs n'ont pas leur place, c'est bizarre, tu vois. C'est un peu
l'essence même de Star Wars, c'est les humains, les aliens, les droïdes, et les cyborgs, c'est l'addition de deux codes génétiques, tu vois. Enfin, de deux codes génétiques, de deux identités. Donc voilà, il la sauve, elle est soignée, et il repart. Voilà, il repart dans le désert, tout ça, sur son Vanta, avec elle cette fois-ci. Et quand elle se réveille, ils ont plusieurs jours, peut-être 2 ou 3 nuits, on a l'impression, où ils vont avoir beaucoup de discussions déjà sur Boba. C'est très intéressant, je vais y venir tout de suite. Et surtout, ils vont nouer leur relation. Ça aussi, je vais un peu développer, mais pour dire d'abord le premier point, moi, qui m'a un peu dérangé, mais soit on est dans un monde futuriste, donc c'est quelque chose de courant. Tu te réveilles autrement physiquement que tu ne l'as été la veille. Donc, tu as du bionique ici, tu as du bionique ici. Enfin, on t'a transformé. Tu te réveilles quasiment dans un autre corps. Tu n'es pas étonné. Tu balayes ça très rapidement. Moi, j'aurais pensé qu'il aurait fallu peut-être une petite scène où elle est choquée. On m'a transformé, vous m'avez transformé en monstre. Qu'est-ce qui se passe? Et non. Mais tout petit point négatif, franchement, détail. C'est juste peut-être, on n'avait pas le temps. Il fallait rattraper le retard des 3 premiers épisodes. Et du coup, on a sauté cette partie. Voilà, j'aurais aimé plus, mais c'est pas grave. Pendant ces nuits, tout ça, Boba, il va lui dire ce qu'il compte faire. Retrouver le Slave One, qui s'appelle désormais le Fire Spray. Changement de nom parce qu'apparemment, le Slave One, ça voulait dire l'esclave 1. Et dans la politique bisounours de Disney, c'est pas possible d'avoir un vaisseau qui s'appelle l'esclave 1 quand on est post-incident aux États-Unis avec la culture noire, avec le peuple noir. Donc, je pense que Disney il essaye un peu d'arrondir les angles là où, selon moi, il n'y avait pas besoin parce que. Je trouve pas qu'il y avait besoin. Mais voilà, vous me direz, vous, est-ce que le changement du nom du Slave One, ça vous a choqué? Moi, je sais que, quand même, j'ai vraiment aimé ce vaisseau. Et pour moi, c'est le Slave One. Ils discutent, donc ils comptent récupérer le Slave One. Ils comptent se venger de Bib Fortuna. Et peut-être... il a les premières idées de devenir le daimyo et de devenir le seigneur du crime pour changer un peu le monde déjà des chasseurs de primes. Il y a quand même un petit aspect, un petit développement où les chasseurs de primes travaillent comme des chiens, ils sont exploités, ils travaillent dur, ils prennent des risques, il n'y a pas de respect dans le milieu et il est temps que ça change. Il a un peu une envie de changer tout ça. Il a un peu envie de faire mieux, il a un peu envie de mettre en place en fait une organisation qui respecte ses collaborateurs, il veut faire de l'humain. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que ces valeurs humaines, il les a appris avec les hommes des sables au final, avec des créatures qu'on ne pensait pas être humaines il y a encore quelques films et quelques séries. Et au final, c'est cette peuplade qui lui apprend à avoir des valeurs plus humaines, à respecter ses compatriotes et il comprend le besoin d'être en tribu et de s'entraider pour réussir à atteindre des objectifs plus grands. Et franchement, c'est bien sympa. Et ça fait encore un parallèle avec les westerns parce qu'on a vraiment cette idée du cow-boy ou du shérif capturé par les Indiens qui finalement est accueilli et accepté par eux. Et il en apprend énormément. Et quand il retourne dans son monde, il amène avec lui le bagage qu'il a acquis, donc toutes ces valeurs humaines, et il essaie de les appliquer à ce qu'il a connu. Et franchement, c'est vraiment cool. Genre, dans ma tête, Sully, tu vois, Sully de Dr. Queen, c'est un mec, à la base, c'est pas vraiment un Indien, mais il a été chez les Indiens. C'est pour ça que c'est un bon gars, tu vois. Et il y a un peu cette idée-là, à la Boba Fett. Mais voilà, c'est un peu cette idée-là. Il explique que c'est pour ça qu'il contraignait mieux et ça justifie tous les choix qu'on a dans le présent. Moi, ça me va. Est-ce que je suis content? Oui ou non? C'est vraiment...
compliqué. Je ne sais pas si je suis content de là où va le personnage. Pour moi, c'était un méchant. Mais tous les personnages, ils évoluent et ça, je le comprends. Et c'est justifié. C'est ça le point fort, c'est que c'est justifié. Je veux devenir différent parce que j'ai vécu des choses. J'ai été enfermé plusieurs jours dans le Sarlac. J'ai été abandonné par les miens, trahi par les miens, recueilli par d'autres, élevé dans une tribu. Et la tribu, c'est important pour prospérer. Et j'ai bien aimé. Franchement, moi, j'ai bien aimé. Donc, au bout d'un moment, il se décide à attaquer le palais de Jabba, tenu par Bib Fortuna à ce moment-là, pour prendre le Slave One. Et là, il y a le gros point noir de la série, de l'épisode. Cette scène d'action, elle fait vraiment tiède. Franchement, elle fait tiède de ouf. Il y a trop de trucs à dire. Il y a quelques caméos. On s'en fout. On s'en fout qu'un droïde il fasse tourner ses bras comme Grievous. On s'en fout qu'on voit un moment en amont les droïdes un peu du même type qu'avait Dark Maul. Franchement, ça sauve pas la scène. Au final, on a quoi? On a de la musique burlesque avec un Boba qui finit par se battre avec un droïde comme ça. Il essaye de lui mettre un coup de pression et lui dit « Je suis Boba Fett ». Un droïde comme ça, même pas un droïde de combat, ça doit être un droïde qui, je sais pas, qui dépoussière les plaintes. Je sais pas c'est quoi ce droïde, il sert à rien. Et il le menace et tous. Et genre même le droïde, il fait quoi à la fin? Il rigole. Ah les gars, jusque là dans cet épisode, c'était nickel. Personne s'était foutu de lui. Par la suite de l'épisode, même il va nous montrer que c'est encore le Boba qu'on connaît. Mais là, cette scène, elle est bête. Elle n'a pas sa place dans un épisode de Boba Fett. La musique burlesque, la bagarre burlesque avec un droïde burlesque, c'est nul. Ne faites plus ça, Disney. D'accord? Merci. Je disais vite fait, je fais un petit retour en arrière. Dans une des conversations, on a ces présentations officielles entre Boba et Fennec et j'ai bien aimé. Parce qu'avant de lui dire je vais tuer Bib Fortuna, on lui dit bah, je suis Boba Fett. Lui il sait qui elle est. Il la reconnaît. Ça c'est sympa. Et quand elle lui dit je suis Boba Fett, elle lui dit d'abord mais tu es mort. Non. Et elle connaît, elle mesure le gars. Elle sait c'est qui. Alors les gars, si pour vous chez Disney, il n'y a que Cad Bane, Boba, Fennec et genre les top stars qui se connaissent, c'est pas ça la vie. Le grand public ou le peuple d'une planète ou quoi, ils connaissent la réputation d'un gars comme Boba. Mais au moins, Fennec, voilà, il aurait fallu que Fennec elle connaisse pas Boba et là ça aurait été la crise absolue. Mais ça va. Bref, on revient donc à cette attaque du palais de Jabba. C'est n'importe quoi. La scène dans la cuisine, c'est n'importe quoi. Ensuite, ça continue dans le hangar, c'est n'importe quoi. C'est pas très beau. C'est pas très beau visuellement. Les chorégraphies de combat, elles sont pas incroyables. C'est vraiment moyen. C'est vraiment moyen. Boba ne sait pas piloter son vaisseau. Il y a des scènes pour montrer genre, que c'est compliqué, que la mission est périlleuse. Et la seule chose qu'ils ont réussi à nous traduire à l'écran, c'est que Boba ne sait pas conduire le Slave One, piloter le Slave One. C'est pas normal. C'est non. Ça n'arrive. Aucun mec qui a piloté le même vaisseau toute sa vie ferait des scènes comme ça. Non, encore une fois, c'était mal fait, burlesque, vraiment humiliant pour le personnage. Voilà, à un moment, je sais qu'il y a des gens, ils ont râlé, ouais, lui il est dans le vaisseau, elle est dehors, ça tire, il y a les réacteurs et ils se parlent. Bon, ouais, on peut imaginer qu'il a un micro, une oreillette un peu du futur, que elle, pareil, ou même son système bionique. Ça me dérange pas, ça, à la limite, soit c'est un oubli de mise en scène, soit c'est... Faut pas se prendre la tête, mais c'est vraiment pas grave. Par contre, que Boba ne sache pas piloter le Slave One, c'est n'importe quoi. Il est rentré combien de fois dans le palais de Jabba entre l'épisode 4 et 6? Combien de fois il a dû sortir d'endroits
plus hostiles les uns que les autres. Et là, tu bloques dans le hangar où tu es venu toute ta vie. Ah, c'est bizarre. Ça se termine là, la partie chelou. Et là, on arrive sur du 5 étoiles. J'ai vraiment kiffé ce qui va suivre. Il veut se venger premièrement des mecs qui ont tué les hommes des sables. Et il leur demande pas l'heure, il leur parle pas. Juste, on imagine qu'il est dans l'espace, après avoir récupéré, dans le ciel de Tatooine, après avoir récupéré son vaisseau. Il les localise sur son radar. Il les trouve. Il arrive dans leur dos. Et on entend les canons du Slave One et c'est magnifique. Les canons du Slave One, c'est top sonorité de Star Wars. Très 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 particulière et c'est un kiff, c'est une symphonie. Il les liquide tous. Un petit missile, quelques tirs, ils sont peut-être une douzaine. Bam, c'est fini. Voilà. Sans fioriture, sans rien. Voilà, avec un regard injecté de colère. Un Boba juste, il veut venger les gars qu'il a appris à connaître et à aimer. Voilà, c'est fini. Ensuite ça, il dit à Fennec, on va chercher mon armure. Il se rend au Sarlacc. Et là encore 5 étoiles, peut-être 6 étoiles. Vraiment très très cool. Là, il y a du très très positif. Les gens ont râlé. Oui, il est bête. Il ne sait pas qu'il avait son armure en sortant. Frérot, quand tu passes 3 jours, 4 jours dans le Sarlacc avec des vapeurs toxiques, que tu ne manges pas, tu es déshydraté. Ensuite, le soleil de Tatooine, il te met une baffe. Tu crois que tu as les idées claires? Non, tu n'as pas les idées claires. Des fois, il y a moins que ça. On oublie où on met notre téléphone, on met nos clés. Lui, il a le droit de savoir où il a perdu son armure. Non, mais c'est abusé. Les gars, sur les vidéos YouTube, sur les autres trucs que je regarde, ils disent n'importe quoi. C'est pas normal. Bah si, réfléchis. Il a des séquelles physiques et mentales. Le fait qu'il va dans la cuve de Bacta, c'est lié à ça. Il a le droit de savoir où elle n'est pas, où se trouve son armure. Il a le droit de ne pas le savoir, tu vois. Bref, en tout cas, beaucoup de choses à dire, mais voir le Sarlacc, c'est vraiment cool. Le Slave One, tout ça, qui essaye de... Un face-à-face entre le Slave One et le Sarlacc, qui se termine avec une bombe sonique du Slave One qui tue le Sarlacc. C'est trop cool. C'est quoi? C'est un pied de nez à l'épisode 6. Ah bon? Boba Fett est mort dans le Sarlacc de façon vraiment grotesque? Et bah regardez les gars ce qu'on fait dans l'épisode 4. Boba se venge, Boba tue le Sarlacc. Et moi je suis sûr, hein, dans la mentalité de Boba, il a pris du plaisir. Le mec à un moment il a subi des sévices à cause de cette bestiole. Tiens, vas-y, prends ça. Vengeance, normal. Il s'est vengé des bikers et là il se venge du Sarlacc. Très très bien. Très très bien Disney. Continuez comme ça. Vraiment, c'était des petites scènes mais qu'ils ont énormément fait kiffer les fans, je pense, et qu'ils ont vraiment enrichi le personnage en fait. Ça y est, le gars s'est vengé du Sarlacc. Son plus gros affront. Je dirais à un moment, le gars, il est mort de la façon la plus bête. C'est réparé. Voilà. Suite au Sarlacc, ça enchaîne rapidement. On sait que mon armure, elle n'est pas là, tout ça. Et en fait, ça va rapidement nous montrer ensuite, avec une ellipse, le début de la série. Quand Boba s'assoit sur le trône et tout ça, et quand il se réveille de la cuve de Bacta et que la grosse partie des flashbacks, parce que tout ça c'était que du flashback, ça s'arrête, on a un Boba Fett qui se réveille dans la cuve de Bacta et son droïde médical lui dit « Ça y est, vous êtes guéri, grosso modo vous n'aurez plus besoin de la cuve de Bacta et vous spectateurs, les flashbacks sont sûrement terminés pour vous, à moins qu'ils se prennent des séquelles physiques, des dégâts physiques à la fin et qu'ils doivent y retourner. Mais normalement, pendant 1 ou 2 épisodes, je pense que là, vraiment, les scénaristes nous disent c'est fini les flashbacks pour les prochains épisodes. Et voilà, c'est bien cool. Franchement, les flashbacks, au final, ça a été intéressant. Ils ne sont pas allés trop en longueur sur rejoindre The Mandalorian et Boba. Ils se sont arrêtés comme il fallait. On comprend tout. Donc c'est bien, c'est comme il faut. C'est bien. Bravo Disney. Là, on continue sur du 4 étoiles.
Franchement, ça reste vraiment très stylé. On a Boba qui organise... non, d'abord, il se rend chez Madame Garcia, la Twi'lek. La Twi'lek, tout ça. Il rencontre Chris Santan, le noir, là, le Wookie. Et il l'embauche suite à une démonstration de force. Quand il a mis une rousse, à plusieurs Trandoshan. Voilà, rien de spécial à dire, à part qu'il a un allié supplémentaire. La seule question, c'est pourquoi tu ne l'as pas embauché l'épisode précédent. Mais bref, ok. Et ensuite, réunion. Réunion au sommet avec les chefs de Mosespa. Coup de pression avec le Rancor, c'était pas mal. Juste là, Boba, aucune cohérence. S'il vous plaît, les gars, j'aurais besoin de vous pour combattre les Pikes qui arrivent. Les mecs en face. Non. D'accord, merci. Et s'il vous plaît, vu que je suis un miskin, est-ce que vous pouvez vous arrêter, enfin, ne me tournez pas le dos et venez pas m'attaquer, quoi. Genre, si vous voulez pas m'aider, au moins ne m'attaquez pas. Mais bizarre, tu vois, qui dit ça? T'as déjà vu ça, toi? T'as déjà vu un patron de la pègre? Il dit, ouais, toi, tu vas faire ça. Non. D'accord. Ça fait un peu tiède. Mais vas-y, l'épisode, il était vraiment sympa. Et à la limite, j'aime penser qu'il a un plan dans le plan ou qu'il sait ce qu'il fait. Et cette scène, j'ai bien aimé parce qu'elle était accompagnée de petites sonorités musicales, si tu as l'oreille et si tu as remarqué. Un peu le parrain, un mélange violon, piano, vraiment ce que tu aurais pu entendre dans un film qui parle de la pègre ou de la mafia il y a une vingtaine d'années. Donc franchement, une vingtaine d'années, même une trentaine d'années, mais en tout cas, bon choix de musique à ce moment. On comprenait, on avait enfin un Boba Seigneur du crime avec une table qui a imposé son respect en montrant une de ses forces principales, le Rancor. Dommage qu'il n'ait pas convaincu les gars et qu'il a perdu un petit point de crédibilité, mais on dirait qu'il y a toujours deux gars dans le scénario qui écrivent des choses différentes et à la fin ils font un mix et ça donne l'épisode. Et ça finit sur cette scène, petite discussion en huis clos, Fennec, Boba. Ouais, il nous faut des gars, il nous faut du muscle, t'inquiète, j'ai les sous. Grosso modo, il nous dit qu'il a les sous. Et ça veut dire quoi? Il va y avoir du renfort, peut-être des chasseurs de primes. Et là, les gars, le gros kiff, si t'as pas reconnu mon ami, c'est pas normal. J'espère que tu l'as reconnu parce que tout le monde devrait le reconnaître. Le thème musical de Din Djarin, le Mandalorian, mon gars. Donc, peut-être le Mandalorian dans la fin de la série. Et là, on va se régaler. Ah, moi, gros fan de Din Djarin, j'ai vraiment envie de voir ce qu'il va apporter à l'organisation de Boba. J'ai même envie de te dire, je vois plein de gens qui s'excitent. Oui, il va y avoir Cat Bane, il va y avoir le Trandoshan qui est en rivalité avec... Bref, tous les chasseurs de primes qui gravitent autour de Boba, depuis qu'on le connaît soit enfant dans Clone Wars, soit dans l'Empire contre-attaque. Il va y avoir la crème de la crème. Vas-y, ça m'intéresse pas. Il y a Pedro Pascal, ou il y a peut-être son doubleur qui est dans l'armure. Mais en tout cas, il y a le personnage du Mandalorian. Et là, mon gars, je pense que personne n'est prêt à voir qu'est-ce que valent deux mecs en armure de Mandalorian. Donc voilà les amis, moi j'ai aimé cet épisode. Après un épisode 3 qui m'a laissé pantois, dégoûté, là j'ai kiffé. Dites-moi vous si vous avez kiffé également. Dites-moi si vous êtes un peu rassuré pour la suite des épisodes. Dites-moi ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. Vraiment, venez, on discute de tout ça. Parce que cet épisode, moi, il m'a laissé... voilà, il m'a vraiment laissé un super goût. Et là, cette fois-ci, le premier visionnage, le deuxième visionnage, ils m'ont fait kiffer. Donc voilà les amis, likez, partagez. Ça fait toujours un plaisir de vous retrouver chaque semaine et de discuter avec vous. À bientôt, prenez soin de vous, bye.